paraître ces dernières années des approches innovantes justement pour répondre à ces problématiques de logistique urbaine qui doivent maintenant avoir une efficacité opérationnelle, mais aussi économique, on l'espère, et écologique. Et donc, si on vous a réunis ici, c'est parce que justement, ça rassemble dans les solutions que vous présentez. Il y a un certain nombre de mots clés comme mutualisation, on en a parlé dans la première table ronde, comme écosystème, comme nouveaux outils IT. On voit qu'il y a une approche un peu pragmatique et que pour faire face à l'accélération des besoins. Donc on pense... il nous a semblé que ce panel était justement représentatif des solutions un peu de nouvelle génération qui cherchent à accélérer un peu la faisabilité des projets et le ROI pour leurs clients. Donc je vais demander peut-être à chacun de se présenter, mais vraiment, on aura le temps après de revenir en détail, mais de présenter en 2 mots leur activité. On peut commencer... On va commencer par les dames. Voilà, c'est ça. J'apprécie votre élégance. Bonjour tout le monde, merci Jean-Luc pour votre accueil. D'équipe au dernier kilomètre, nous en fait on propose des solutions d'acheminement de marchandises en ville, optimisées et 100% décarbonées. Donc on est en plein dans la question. Voilà. Grégory. Donc Grégory Lapointe, moi je suis directeur commercial chez Urbi. Urbi est un acteur spécialisé dans la logistique urbaine multiflux. Je vais pas revenir sur les sujets B2B, B2C, optimisation, mutualisation. On a pas mal évoqué, je rejoins là Jérôme, mais j'irai pas plus loin. Ok. Alexandre. Bonjour à tous, Alexandre Huard, cofondateur de Clareo. Donc Clareo, nous on propose donc une solution SaaS pour aider les sociétés à la fois les chargeurs et les prestataires logistiques à organiser et à communiquer sur les livraisons sur le dernier kilomètre et au sens le plus large sur la distribution urbaine. Marc Baznet, donc cluster logistique urbaine pour l'Île-de-France. Nous proposons en fait des innovations assez peu techniques, mais plutôt de process et de modèles économiques pour le transport de marchandises en ville. Et on est un groupe d'entreprises, aussi bien des PME que des grands groupes. Et je les citerai très rapidement, sinon je vais me faire gronder. Renault, Renault Trucks, Renault Nissan, PVI, Nexaya, RAV, Cepol, GSM, Cemex, Liber, Valdelia, OBD Grand Paris, Arenzi, Certinergie et puis une dizaine de PME qui nous aident dans nos travaux. Et donc Stéphane Le Gatolois. Donc je suis le CEO fondateur de Delipop. Donc Delipop, c'est le premier réseau de points de retrait, totalement automatisé, mutualisé, multimarchand, dédié à l'e-commerce alimentaire. Voilà, donc nous avons des clients qui sont aussi bien des clients retailers, généralistes ou spécialisés, c'est l'objectif, mais aussi des marchands locaux dans notre scope. Je vais rester sur vous, Stéphane, parce que finalement, on a parlé de mutualisation dans la première table ronde en disant que il fallait organiser par filière, etc. Si on voulait vraiment que ça fonctionne. Il y a un exemple qui fonctionne aujourd'hui quand même de mutualisation dans logistique urbaine, c'est les points retrait. Alors pour les colis, mais les petits colis. Là en fait, vous, finalement, l'idée c'est d'étendre cette idée-là et de l'adapter vraiment avec justement les contraintes de la supply chain, mais au retail alimentaire. Alors, en fait, concernant la filière e-commerce, sans la mutualisation, on n'aurait jamais connu le boom de l'e-commerce non alimentaire. C'est grâce à la mutualisation que l'e-commerce non alimentaire s'est développé dans ces dernières années. Ouais. Aussi bien dans les réseaux de distribution, que ce soit Colis Post, Mondial Relais, Relais Colis, qu'aussi dans les entrepôts, puisque beaucoup d'acteurs e-commerce étaient mutualisés en préparation et ils ont pu bénéficier de moyens industriels, de réduction de coûts. Et sans cette mutualisation, il n'y aurait pas eu la réduction de coûts et donc le développement de l'e-commerce non al. L'e-commerce alimentaire est en train de vivre un peu une période assez complexe parce qu'il y a une forte appétence client, une croissance exorbitante, plus 40% entre 2020 et 2021. Malheureusement, les modèles ne sont pas forcément très rentables et les modèles opérationnels sont saturés, aussi bien au niveau de la préparation qu'au niveau des livraisons. Je ne sais pas si vous avez vu ce qui se passe en Angleterre, mais ça va venir aussi en France. On a un problème de saturation de livraison. Et donc, nous,
ce qui nous semblait légitime, c'était de créer cette mutualisation et créer ce réseau de points de retrait avec tout l'aspect vertueux de la mutualisation, aussi bien pour les zones urbaines. Alors, je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit ce matin, mais qui dit mutualisation, dit partage de moyens, dit réduction de trafic. Et qui dit mutualisation, dit aussi industrialisation. Sans la mutualisation et la consolidation des flux, on ne peut pas optimiser. Tous ceux qui partent dans des modèles de flux non mutualisés ne pourront jamais optimiser leurs coûts. Et puis, la mutualisation, donc, elle est bonne pour ces retailers, puisqu'à partir du moment où les coûts vont être partagés, mutualisés, nous, par exemple, dans le modèle d'Helipop, on facture la prestation à la commande. C'est-à-dire que les retailers n'ont pas de coût fixe pour déployer leur réseau. Et enfin, la mutualisation, elle est aussi importante pour le consommateur final, puisqu'en fait, il vient chercher sur ce point de retrait l'ensemble des achats de l'ensemble de ses clients, de ses marchands, et il se déplace très peu, il vient chercher, il gagne du temps sur son acte d'achat, et bientôt on viendra aussi mutualiser le non alimentaire dans nos points de retrait alimentaires. Voilà. C'est un scoop. C'est assez bientôt. Ouais. Sur les points de retrait, la différence aussi quand même, et là pourquoi justement sur l'alimentaire ça se justifie, il y a le côté automatisé, c'est-à-dire que ce n'est pas des points de retrait classiques. Oui, en fait, bon, il y a le modèle du drive piéton, c'est beaucoup déployé dans les dernières années, que ce soit Carrefour, Leclerc, Auchan est en train de continuer à déployer. Le modèle est un peu compliqué parce qu'aujourd'hui, il est exclusivement fait manuellement. Donc, il y a des opérateurs qui attendent dans le magasin et qui remettent les commandes manuellement. Le modèle économique n'est pas équilibrable. Moi, je n'y crois pas. J'étais ancien de Carrefour, on a essayé d'équilibrer ce modèle, on a du mal. Et du coup, on a apporté cette automatisation qui permet de réduire considérablement le coût de la remise avec cette automatisation et de permettre de rendre rentable à terme le modèle. Rentable, ça veut dire, on parle de ROI, là il vous faut mutualiser combien d'enseignes pour devenir rentable? On a un modèle qui... on a des points de retrait qui doivent traiter à peu près entre 50 et 100 commandes par jour pour être rentable. Donc on pense qu'il faut entre 5 et 10 acteurs, entre des généralistes et des spécialistes. Bon, on reviendra tout à l'heure justement aux clients. Je vais me tourner vers Béatrice, parce que cette mutualisation, c'est aussi, vous avez dit, alors vous êtes une start-up, ça fait à peu près 2 ans que vous existez en tant que start-up. Oui. À Marseille, oui. Et vous êtes présente dans plusieurs villes. Vous, c'est un peu le nerf de la guerre, de mutualiser en fait pour pouvoir utiliser l'existant aujourd'hui de l'offre de livraison décarbonée, c'est ça? Vous êtes un peu une espèce de... Alors je ne sais pas si c'est commissionnaire de transport digital, mais... Expliquez-nous un peu ce que... Oui, c'est à peu près ça. En fait, il y a la question de la mutualisation, mais tout le monde en a déjà bien parlé. Donc, mais au-delà de ça, si on veut aujourd'hui décarboner et offrir ce service, en fait, chacun des acteurs n'a pas la capacité de livraison décarbonée suffisante. Voilà. C'est très la Poste, qui est l'acteur qui a la flotte la plus verte, ça demande 5-7 ans, enfin, c'est des investissements. Enfin, donc à un instant T, si on dit qu'en 2025, on ne veut plus faire rentrer de véhicules thermiques dans les villes, quelle que soit la réglementation, il faut faire autrement. Et donc il y a une chose qui a été dite ce matin à l'entrée de votre forum d'été, qui est il faut faire ensemble. Donc une des clés de DECI, c'est effectivement de consolider sur l'ensemble du territoire la capacité de livraison décarbonée. Donc ça, c'est la première chose. De l'autre côté, effectivement, on a des donneurs d'ordre qui sont variés et donc on va consolider ces besoins-là. Et en fait, au milieu de ça, il y a DECI, une espèce de grosse machine qui a été conçue avec l'aide des chercheurs de l'école des mines et qui permet de mutualiser et donc de manière itérative d'identifier pour chaque besoin quel est le prestataire qui est le meilleur. Et pour la première fois, le résultat de ce type d'algorithme n'est pas le meilleur économiquement parlant, qui est le meilleur du point de vue écologique, c'est-à-dire celui qui a l'impact le plus bas. Et il s'avère pour avoir l'impact le plus bas, en fait, on fait de la mutualisation d'optimisation, c'est-à-dire concrètement, qu'est-ce que c'est mutualisation? C'est de l'efficience. Donc de toute façon, on préserve cette chaîne de la valeur, mais notre critère d'attribution et de choix du prestataire est celui qui, est affilié à DECI et qui donc a que des véhicules 100% décarbonés, 0 émission sur la route, et 2, qui est le plus approprié pour le faire, ce qui fait que depuis 1 an, nous on opère sur Marseille et là on est déployé sur Lyon et Paris, et l'idée c'est de couvrir tout le territoire.
on s'appuie sur les forces en puissance, on ne remet pas de ressources ni sur la route, on va s'appuyer sur les transporteurs, on va s'appuyer sur les prestataires qui ont des espaces logistiques urbaines en centre-ville et on va utiliser mieux ces ressources-là. En un an, on a parcouru un tiers de kilomètre de moins. On a effectivement occupé 10 fois moins d'espace. Et sur route, on n'a rien émis. Ça veut dire qu'au total des émissions sur les transports qu'on a effectués, on a émis 10% de CO2, là où on en aurait émis 100 dans le modèle actuel. Donc voilà ce que fait notre système, en fait. Dans l'algorithme, rassurez-moi, il y a quand même un peu une problématique de coût, parce que, vous ne cherchez pas à réduire, ça on a compris, mais vous n'allez pas quand même prendre n'importe quelle offre. Oui, mais la notion de coût, d'ailleurs, dans mathématiques, ça s'appelle coût et ça n'est pas du sonnant et trébuchant. La notion de coût est une variable et la notion de coût est celle qui utilise le moins de ressources et a le moins d'impact. Et donc, c'est ça que va aller chercher l'algorithme de manière itérative, en fait. C'est exactement ça le critère de décision. Et il y a autre chose que je trouve intéressant aussi, c'est que c'est pas, vous n'êtes pas là pour mettre en relation avec des transporteurs et après dire voilà, c'est un contrat d'1 an avec tel transporteur. Vous êtes connecté au système d'information et en fait c'est à l'instant T, en fait Oui. vous êtes le guichet unique par rapport au client en disant nous on va s'occuper ensuite de, c'est vraiment la supply chain que vous c'est vrai. C'est vrai, nos clients en fait ont un interlocuteur qui est Deki. Et alors, ça peut être des fabricants. On a un fabricant de vins et spiritueux, on a un torréfacteur, on a, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a des places de marché, on a aussi le groupe Printemps, enfin voilà. Donc, ils ont comme interlocuteur Deki à qui ils confient leurs besoins de livraison et on leur dit, on s'en occupe, il sera décarboné, il sera optimisé. Et donc, effectivement, je suis un intermédiaire, donc j'achète une prestation logistique d'un côté et je la revends à mes donneurs d'ordre, sauf que dans la transformation, il y a de l'optimisation et il y a de la décarbonation avec un pilotage en temps réel de l'impact par chacun des acteurs, puisqu'effectivement, on a conçu cet outil-là intermédiaire qui permet à chacun de pister. J'ai envie de vous dire, souvent, on arrive à le faire de manière partielle, pas forcément complète, mais de pister, et d'avoir une lisibilité sur le coût. Ce qui est aujourd'hui, pour ceux qui achètent du transport, un peu problématique, puisque sur nos factures de transport, malheureusement, avec tout le contexte nouveau, mais depuis déjà quelques années, on n'a pas de lisibilité sur le coût. Avec Deki, vous avez une lisibilité sur le coût et sur l'impact en temps réel. Ouais, et c'est cet outil-là qui permet à chacun de le voir de manière fluide. En fait, effectivement, c'est la technologie qui nous permet de le faire. Ok, si on continue notre petit tour de table, Grégory, on parlait de mutualisation. Alors vous Urbi, alors Urbi est apparu avant le Covid, mais finalement profite aussi de profite entre guillemets de cet effet-là et de la partie e-commerce. Mais en fait, vous ne traitez pas que les flux e-commerce. Et puis vous êtes maintenant dans combien ? 23 ? Alors aujourd'hui, on est dans 23 villes en France, globalement dans 19 grandes agglomérations. On a un développement fort sur ces dernières années. Effectivement, la Covid nous a fait changer notre spectre, puisqu'au départ, nous étions très B2B. Donc nos principaux clients étaient les transporteurs messagers pour lesquels on distribuait pour leur compte au regard des contraintes d'accès dans les villes. Le confinement a fait effectivement une accélération du B2C, on s'est ouvert au B2C, tout en respectant, parce que souvent on nous dit cette grande maison postale, Urbi, Logissimo, Colipost, Colissimo, Chrono, Pickup, on voit qu'on adresse un panel large. Voilà. Donc globalement, on prend des flux B2B, B2C supérieurs à 30 kg jusqu'à 3 tonnes. Bien sûr, on optimise par filière. Mais pour pouvoir faire ça, ce qu'on a fait, c'est un concept dans 23 villes identiques avec des centres de mutualisation à la périphérie. Donc nous, déjà, la première optimisation, puisque pour faire une transition sur la partie économique, bien sûr, il faut être vertueux, mais aucun de nos clients chargeurs ou transporteurs messagers acceptera de payer plus cher une prestation qu'à un prix aujourd'hui. Parce que le vertueux, aujourd'hui, n'est pas récompensé, on le sait très bien. Donc de ce fait, on est obligé de travailler davantage sur les optimisations en amont de livret, par cette mutualisation des flux et par effectivement des outils d'ordonnancement, d'optimisation. Et c'est parce que je suis vertueux et que je suis dans le prix de marché qu'on recourt à Urbi. Et sur la partie livraison, aujourd'hui, c'est des véhicules propres, c'est des sous-traitants, c'est quoi ? Aujourd'hui, globalement, on a quasiment un rapport de moitié de nos flux sont intégrés, l'autre moitié est externalisée. Alors, je vais d'abord parler de nos partenaires externalisés. Ces partenaires sont des partenaires de longue durée. Ce n'est pas de l'affrètement, ce n'est pas du on-demand. On a des contrats.
On les aide aussi à pouvoir s'équiper, à bénéficier de la puissance du groupe d'achat La Poste. Le premier critère, ça va être d'être en mesure de s'équiper en matériel vertueux. Et nous, notre flotte, elle est assez simple. On va de la cyclogistique jusqu'au poids lourd. On a environ une centaine de vélos. Mais je vais vous dire 100, et puis dans 15 jours, je vais réintervenir, je vous dirai 150, 200, on regarde la croissance. On a environ une 50, on va d'ici la fin d'année avoir une trentaine de poids lourds électriques, et on a à peu près en véhicule utilitaire léger en France, 70, 80, véhicules GNV. Pareil, on a un peu de rétrofit à faire sur certains véhicules, et on a aussi de l'Euro 6. Pourquoi ? Parce que quand on livre aussi pour un client au-delà de la ville, c'est-à-dire à 20 km autour, de toute façon, il n'y a que de l'Euro 6 qui permet de rester performant si je veux encore avoir une chance de pouvoir adresser mes clients, puisque de toute façon, c'est l'économie qui drive la décision. Vous avez un schéma aussi, généralement dans ces 23 grandes villes, vous avez en périphérie forcément un ou plusieurs entrepôts. Et aussi des espaces de logistique urbaine. Ça, c'est pour quel type de clients Alors aujourd'hui, effectivement, nous avons 2 infrastructures, un centre de mutualisation, périphérie. Nous avons des espaces logistiques urbains qui sont plutôt de 300 à 600 mètres carrés, qui sont plutôt soit un concept industriel avec quand même quelques quais, ou plutôt comptoir, dans lequel on peut soit faire de la distribution ou soit du point en retrait, que ce soit sur du petit colis ou du volumineux. Alors volumineux plutôt sur pas des grandes agglos, parce que du point relais XL, j'en discutais tout à l'heure avec Ikea, on vient d'en ouvrir une centaine quasiment pour eux, on sait très bien que ça ne fonctionne pas dans les grandes villes. Et là, on adresse plutôt les commerçants de centre-ville, soit pour pouvoir adresser du réappro de stock magasin, ou pour pouvoir faire du ship from store, mais au départ de ces espaces logistiques urbains. Voilà. Et plutôt en cyclo-logistique, c'est-à-dire à 2 km autour de ces espaces. En marguerite autour de... Tout à fait. Voilà. Ok, je vais me tourner vers Alexandre, du coup, parce que là, on a parlé pas mal mutualisation. Alors vous, vous êtes éditeur d'un outil aussi sur le cloud qui optimise à la fois la partie transport, mais bien au-delà, en fait. Vous appelez ça un DMS, c'est ça, Distribution Management Oui, System? c'est ça, on appelle ça un DMS, donc pour Delivery Management System. En fait, la particularité, la particularité de Claréo, c'est bien de gérer le dernier kilomètre, mais également gérer ce qui arrive en amont. On prend l'exemple que vous venez de citer sur Urbi. Il y a un réseau sur une métropole avec 1 ou 2 entrepôts, 5 ou 6 ELU à l'intérieur. Juste optimiser le flux de l'ULU vers le client final, c'est pas suffisant, et c'est ce que font la majorité des outils sur le marché aujourd'hui. La partie émergée de l'iceberg. Exactement. Nous, notre philosophie, c'était de se dire, parce que on gère la planification pour nos clients, mais on gère également le suivi des livraisons et le partage des informations de suivi aux donneurs d'ordre et au client final. Donc nous, c'était de se dire, ok, on va gérer le dernier kilomètre parce que c'est la base, mais la particularité de Claréo, c'est également de pouvoir gérer l'avant-dernier kilomètre, l'approche jusque ce hub. Donc là on parlait de mutualisation ce matin, on est vraiment dedans, d'organiser des tournées de ces entrepôts vers ces hubs. Et d'assurer d'un fois une planification donc de l'entrepôt vers le client final qui est optimisé, mais également pouvoir donner au client final une visibilité sur sa commande, sur la livraison qui est en cours. De dire c'est parti du dépôt, c'est arrivé dans le hub, et du hub c'est en cours d'acheminement vers chez vous. Et donc c'est pas simplement une solution d'optimisation de tournée, c'est vraiment une optimisation de la planification. On a commencé par ça et nos premiers clients nous ont dit c'est très bien, par contre on a un problème sur la visibilité. C'était de se dire, une fois que c'est dans le hub intermédiaire, on perd la visibilité. Donc on a développé un module justement on parlera dans les use cases par la suite, pour gérer finalement l'activité logistique dans des hubs. Donc c'est un mini WMS. Exactement, c'est un mini WMS qui va faire des choses très simples, qui va faire de la réception, de la mise en stock et de la remise. À ce stade, on ne fait pas encore de préparation, mais l'idée c'est vraiment de pouvoir remonter ces informations au donneur d'ordre, de dire voilà, ta marchandise est bien arrivée à cet endroit-là, de plus tard passer à la facturation au coup de fourche, etc. Donc les donneurs d'ordre, c'est quoi? C'est des e-commerçants, c'est des distributeurs? Ça va vraiment dépendre. Aujourd'hui, on a 2 types de clients. On a des clients chargeurs, qui vont être à la fois chargeurs et transporteurs, qui vont réaliser finalement l'organisation de son transport et peut-être en sous-traiter une partie de la réalisation, mais vont garder le pilotage dans leurs mains, le pilotage de l'organisation de transport. Et on a un deuxième type de clients qui sont les prestataires logistiques.
qui eux vont quelque part récupérer les commandes de donneurs d'ordre. Et là, finalement, nous, on n'intervient pas sur cette partie-là. C'est vraiment le business de notre client d'aller vraiment mutualiser un maximum de donneurs d'ordre. Et nous, c'est de gérer dans l'outil, de dire, voilà, j'aimais bien l'expression qu'on a entendue ce matin, travailler par filière. Les flux de telle filière, je peux les mutualiser ensemble. Je vais appliquer tel plan de routage, on appelle ça. Ces flux-là, je ne peux pas, je vais les traiter séparément, mais le tout dans une même solution. Et donc vos clients, c'est eux qui vont choisir éventuellement soit en propre, soit leur propre transporteur, qui vont utiliser votre outil. C'est aussi un peu là le côté cloud qui parle. C'est-à-dire que eux, ils vont pouvoir, chaque prestataire va pouvoir travailler sur le même outil. Exactement. En fait, j'ai un client qui, quand il nous a présenté en conférence, il nous a dit c'est notre bras armé digital. Notre bras armé digital. C'est-à-dire que nous, on ne s'immisce pas sur le choix du transporteur. Notre client va choisir s'il veut réaliser ses livraisons en propre ou sous-traiter. S'il les sous-traite, lui-même va mener ses appels d'offres. Nous, notre boulot, ça va être de se connecter avec ces transporteurs pour récupérer les informations de tracking notamment. Mais on est vraiment quelque part l'intelligence et la stratégie restent chez notre client. Nous, on est vraiment le bras armé digital pour mettre en place ça. L'une des valeurs ajoutées qu'on n'avait pas forcément identifiées quand on a créé Clareo, mais qui nous remonte aujourd'hui, c'est de se dire le marché est très mouvant. Nos schémas de transport aujourd'hui ne seront pas ceux de l'année prochaine, ne seront pas ceux dans 3 ans. Et nous, la garantie qu'on leur offre, c'est qu'on les accompagnera dans l'évolution de leur schéma de transport. Parce que l'outil a été fait pour ça. Ça ne manquera pas, effectivement, ça ne manquera pas d'arriver vu l'accélération et même de la réglementation. Marc, alors vous êtes, en tout cas pour la structure du club, du cluster, logistique urbaine Île-de-France, vous êtes sans doute la plus ancienne structure parmi les participants, puisque ça fait une dizaine d'années. Qu'est-ce qui a présidé à ça et comment ça a évolué? Parce que finalement, ce qui m'intéresse un petit peu que vous disiez, c'est justement le côté supply chain urbaine, le côté optimisation. Comment ça se passe? Et surtout, aujourd'hui, est-ce que cette approche-là, elle trouve un écho auprès des clients chargeurs? Alors, le cluster, c'est avant tout une opportunité en fait, pour ses membres de penser un petit peu out of the box. C'est un club d'entreprise qui a décidé d'externaliser une partie de sa R&D transport et logistique et qui va permettre, en fait, contrairement à un club d'entreprise standard qui va réunir une collectivité, une communauté de chargeurs ou de transporteurs ou de constructeurs ou d'énergéticiens, eh bien, le cluster, lui, va choisir un membre dans chacun de ces métiers pour couvrir la totalité de la chaîne de valeur en supply chain. Voilà, donc c'est ce qui nous permet en fait d'aborder les problèmes avec une vue vraiment complètement transversale et d'apporter une réponse super concrète dans un délai court. En fait, on s'est imposé une gestion des projets en ce qu'on appelle la technique fast track, qui est inspirée de la méthode de gestion de projet au Japon et qui consiste à garantir en fait, enfin à partir de la feuille blanche d'un cahier des charges utilisateurs, alors un seul, on n'a pas ambition de développer des solutions universelles, mais en partant d'un cahier des charges utilisateurs bordé au niveau technique et au niveau économique, on se donne 6 mois pour proposer une solution, la prototyper, la mettre en expérimentation et en assurer le financement. Voilà, donc on a pu travailler sur beaucoup de sujets perçus comme compliqués, comme le report modal, le report fluvial, mais Franprix vient de vous démontrer que ce n'était pas si compliqué que ça et qu'on y arrivait. L'essentiel de nos travaux porte, comme je vous le disais en préambule, beaucoup plus sur les innovations de process et de modèles économiques que sur la technique. Voilà, quand on est en innovation technique, on est plutôt low-tech d'ailleurs. C'est assez à contre-courant avec le big data et tous ces outils très très élaborés de mutualisation dont on parle depuis le début de la matinée. On va être sur un nouveau modèle de caisse mobile qui va, au vu de sa taille, permettre de diviser par 3 les coûts de rupture de charge. Si j'ai en plus l'ADEME qui m'en paye les 2/3, je vais finir par gagner de l'argent à chaque grutage. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et au final, en fait, ces innovations de process, ça n'est ni plus ni moins qu'essayer d'inventer le métier qui va avec le camion électrique qui arrive à 3 ou 4 fois le prix d'un camion diesel. Ce schéma route-fleuve-route ou route-rail-route qui arrive au départ à 30% de surcoût avec le tout routier. Comment est-ce qu'on optimise tout ça ?
via des innovations de process. La mutualisation en fait partie, mais ça n'est qu'un seul des 40 leviers que nous avons identifiés. Donc on a un listing et une procédure d'audit de report modal notamment, mais c'est vrai que le report modal, finalement, ce qui est valable en route-rail-route, en route-fleuve-route, l'est aussi en route-route lorsqu'on passe d'un gros châssis, un véhicule léger à l'approche d'une ZNFE. L'essentiel étant de gérer la rupture de charge au mieux, hein, en termes techniques, en termes économiques et en termes de timing, évidemment. Voilà, donc le dernier point, c'est que vraiment, on met un point d'honneur à non seulement résoudre le problème économique, mais aussi dans son ergonomie. C'est-à-dire que sur un schéma multimodal, par exemple, on va faire l'effort de ne proposer qu'un seul prix, un prix unique et un interlocuteur unique pour toute la chaîne de transport, de façon à ce que l'acheteur transport puisse utiliser ces process d'achat-transport normalement déployés dans le routier. Et la mutualisation, ça, ce serait dans un deuxième temps, alors? La mutualisation, en fait, elle fait du sens dès le départ. Pour nous, c'est un point de... on est soumis, quel que soit le mode de transport, à la saturation de nos outils. Et c'est aussi valable pour les véhicules de pré-acheminement, de post-acheminement, pour le fret principal en ferroviaire ou en fluvial, et évidemment pour l'occupation des ports, des outils de grutage, des zones de parking sur les zones portuaires et sur les gares urbaines, puisqu'évidemment ce dernier kilomètre, il a pour vocation d'être réalisé par des véhicules qui ne quitteront plus le périphérique. Ok, donc là on a fait un peu un tour d'horizon, je pense qu'on comprend mieux ce que chacun fait. Moi j'aimerais bien rentrer un peu dans le concret et de donner, si vous pouviez donner un exemple, et au travers de cet exemple de cas d'usage ou de client, voir un petit peu justement ce que peut être la nouvelle approche de supply chain urbaine. Alexandre, je sais que vous avez un client emblématique qui s'appelle Leclerc. On peut le citer, en effet. On peut le citer. On y va. Comment, là, quelle est aujourd'hui à la fois la vision de supply chain urbaine avec ce client-là et comment vous contribuez à accompagner cette approche-là? Oui, on va séparer la livraison à domicile de Leclerc en deux. On va dire il y a la livraison parisienne et des grosses agglomérations, ce dont on va parler après. On est également sur la livraison toute France au départ des drives, avec des problématiques beaucoup plus simples. J'ai peu de commandes par jour, je prépare mes commandes. On vous parlait tout à l'heure de la congestion sur la partie préparation. Là, 95% des préparations, c'est du click and collect. La personne va venir en drive, les ressources sont déjà là, ils les mutualisent. Ils font quelques préparations de commandes qui vont être livrées sous forme d'optimisation de tournée derrière. Donc assez simple. La problématique, il faut juste revenir un peu en arrière. On a commencé à travailler avec eux il y a 2 ans, au tout début du Covid. Leur problématique dans Paris, donc c'est un service qui s'appelle Leclerc chez moi. Vous allez sur le site internet, vous pouvez soit vous faire livrer en click and collect, donc vous allez récupérer sur une vingtaine ou une trentaine de points relais dans Paris, ou alors choisir l'option de livraison à domicile. Pour opérer ce service, ils ont 2 entrepôts, un au nord de Paris et un au sud-est de Paris, qui est plutôt très loin de Paris pour le deuxième. Et la problématique, donc, c'était de se dire, bon, voilà, j'ai mon flux de commandes qui augmente, j'ai mon outil d'optimisation de tournée qui a atteint ses limites. Il faut juste se rappeler que leurs volumes ont triplé, quadruplé en quelques semaines. Donc il y avait vraiment des choses, des vraies problématiques de respect de la qualité de service qui ont émergé chez eux. Donc on a déployé l'outil à cette époque-là, il faut remettre ça dans le cadre. Donc on a commencé par ce qui était prioritaire pour eux, c'est-à-dire j'ai plusieurs milliers de livraisons à effectuer dans Paris, livraisons à domicile. Donc départ des entrepôts, des choses assez traditionnelles, je viens optimiser mes tournées. Au départ de chacun des deux entrepôts. Donc là, l'idée, c'était juste de corriger, finalement, de pouvoir gérer un flux complémentaire, mais les schémas n'avaient pas évolué. La deuxième chose, c'était de se dire, donc également, parce qu'on a mis quelques mois à travailler ça avec eux, le deuxième flux, c'est un flux qui est très important, c'est le flux donc de click and collect, l'alimentation des points relais. Là, il y a des problématiques un peu différentes. C'est pas juste de la livraison, c'est faut prendre en considération également l'espace qu'il y a dans les points relais. On peut pas livrer toutes les commandes d'une journée le matin, ça passe pas dans le point relais.
Donc là, il y a toutes les problématiques de ce que nous on appelle de précolisage, c'est-à-dire d'estimer des commandes, des volumes de commandes avant même qu'elles soient préparées, et de se dire... À moins qu'on passe chez Delipop. On en parlera plus tard. Voilà, et c'était de créer un nouveau flux, et finalement de créer, voilà, ils sont arrivés à chaque point relais va être livré plusieurs fois par jour. On a créé avec eux cette mécanique. Et là où il y a vraiment eu, à mon sens, un pas vraiment en avant, c'est de se dire, OK, mes entrepôts sont loin de Paris, je fais rentrer des camions dans Paris pour aller livrer mes clients finaux. Systématiquement, je fais 50 km d'approche, je vais faire ma tournée dans Paris et je reviens. L'idée, ça a été de se dire, voilà, j'ai des camions qui vont livrer mes points relais. Je dois trouver une nouvelle organisation pour mutualiser ce flux de points relais avec le flux de livraison à domicile. Donc, c'est-à-dire que tous les clients, aujourd'hui, vous ne vous en rendez pas forcément compte, mais votre commande Leclerc, si vous êtes situé à quelques kilomètres d'un point relais, elle a été préparée dans un entrepôt en périphérie, elle a été amenée sur le point relais, avec les commandes de drive dans le même camion. L'idée étant, nous, le travail vraiment de calcul en amont des commandes, d'être sûr que le camion soit plein, mais on est limite à l'inverse. Nous, notre problématique, c'est d'être sûr qu'il ne soit pas surchargé, de ne pas mettre trop de clients dans ce mode de fonctionnement-là. Les commandes sont acheminées, donc généralement le matin, en tout cas en dehors des heures de pointe, les heures où les véhicules ont des difficultés à rouler dans les points relais. Et derrière, donc, ils ont un prestataire qui est Stuart, pour ne pas le citer, qui va effectuer les livraisons donc, à vélo sous forme de course. Et donc là, on gère à la fois donc, toute la partie planification de ces trois schémas, donc un troisième qui a été issu de la mutualisation des deux premiers, la communication donc, des ordres de transport aux différents prestataires et la récolte de l'ensemble des suivis de livraison. Il y a des espaces de cross-dock sur ces points relais. C'est clairement ça, c'est le point relais. Ça peut tenir combien de temps parce que les volumes ils vont c'est toute la complexité, c'est-à-dire qu'il faut en amont décider quel client va pouvoir passer dans le schéma mutualisé de façon, il y a une mécanique d'alimentation de ces points relais. Ils ont une capacité qui est finie, les camions ont une capacité finie, et choisir le bon nombre de commandes clients qui vont passer dans ce système-là. Piloté par Claréo. Et qui est piloté par Claréo, en effet. Ok, Grégory, est-ce que vous avez, pas forcément un client, mais un cas d'usage sur un flux, puisque vous en gérez plusieurs? Est-ce que d'ailleurs vous voulez mutualiser tous ces flux? Vous arrivez quand même à mutualiser différents types de flux? Est-ce qu'il y a de l'espoir de ce côté-là? Alors, je ne voudrais pas repartir dans le débat de ce matin, mais effectivement, on mutualise par filière. C'est-à-dire que globalement, on a aussi bien des flux B2B, des flux B2C, volumineux, entre parenthèses petit colis ou du volumineux. C'est clair que nos tournées, ce qu'on va appeler de la LV2, LV1, LV2, LV3, entre parenthèses, ce sont des circuits dédiés. LV2, c'est à deux. À deux hommes ou à deux femmes, d'accord, pour livrer un particulier, un canapé, une machine à laver, des bons produits en pleine croissance, où vous êtes tous demandeurs d'être livrés à domicile. Là, effectivement, ce sont des circuits dédiés optimisés. Et donc, je vais faire une transition avec un de nos clients historiques qui est Poltron Sofa, qui nous confie pratiquement plus de 60% de ses flux aujourd'hui en distribution B2C, donc particulier à domicile, avec une intelligence de sa part, parce que ça passe aussi, je dirais, par un bon partage. Pour pouvoir mutualiser, il faut aussi arriver à en retirer des contraintes à la livraison. La première contrainte à la livraison, c'est déjà la prise de rendez-vous. On veut tous être livrés le même jour, à la même heure, au même moment. Donc ça veut dire que vous pouvez mutualiser. À partir de là, si on veut tous être livrés le même jour, au même moment, à la même heure, c'est pas possible. Donc Poltron, lui, c'est très simple. Il prend un engagement de service à X jours, mais nous laisse la main sur le planning de livraison. Et donc là, à partir de là, nos schémas de transport type existent. Nos tournées, on les connaît, on sait ce qu'est un véhicule, donc c'est plutôt de l'instanciation de plan de transport. À partir de là, on va les optimiser parce qu'on va être capable de gérer la date, de proposer des créneaux de livraison à un client multiple qu'il va choisir. Et c'est là où on va arriver à tirer la quintessence de ces optimisations et de ces ordonnancements. Rien de tout ça n'est possible partout. Alors, je vais faire un grand mot, mais tout ce jus de crâne qui est mis dans les outils, on les remercie, parce que c'est des moteurs, ces algorithmes, qui doivent tourner très vite, parce que l'histoire du lundi n'est pas l'histoire du mardi, il faut la remonter tous les jours. Et nous, là, je parle d'un cas sur Poltron, où on a de la vision et du stock dans nos centres de mutualisation sur 5 jours de livraison.
Et à contrario, quand on livre, et là je parlais plutôt une mise en avant de nos clients flux messagers B2B, là globalement, nos flux arrivent le matin jusqu'à 5h, 5h30 pour mettre en livraison dès 7h. Donc là, vous pouvez y mettre le meilleur jus de crâne, vous pouvez y mettre tous les moteurs, vous découvrez, alors vous avez des rapports d'arrivage, vous avez de l'EDI qui vous disent ce que vous allez recevoir, mais la vraie vie, c'est quand vous déchargez la réalité, ce que vous allez avoir à faire. Et donc là, on est plutôt en train de travailler, enfin on travaille différemment. Je prendrai 2 partenariats, que ce soit XPO ou Ziegler. Aujourd'hui, on travaille plutôt sur, comme on ne va pas pouvoir aller jusqu'à une optimisation réelle, c'est qui a le plus intérêt à faire une opération. Sur Ziegler à Saint-Etienne, nous avons fait le choix de partager les locaux, donc il nous héberge, mais on distribue pour son compte. Je peux vous assurer qu'il y a quelques années, ça aurait été difficile à envisager, c'est aussi du schéma de rupture. Réciproquement, chez XPO à Bois, où il a une forte activité, pour de nombreux clients, il nous a sollicité pour qu'on mette en place un centre de mutualisation pour son compte, alors que par les logistiques urbaines à Bois, et je suis désolé s'il y a des gens de Bois dans la salle, c'est une magnifique ville, voilà, je peux faire mon Michel Drucker, mais voilà, très clairement, il n'y a pas de modèle économique, sauf quand effectivement on rejoint et on travaille autour d'une table et sur une planche pour trouver la quintessence de chacun. Voilà, 2 expériences que je souhaitais. Le côté écosystème. Ouais, donc. tout à fait. On ne peut pas raisonner chacun dans son coin. Enfin, voilà, c'est une décision 360, sinon ça passe pas. Moi, je rebondis sur l'écosystème Marc. Donc vous, pour être juste clair, vous êtes aussi dirigeant d'une entreprise qui s'appelle Green Switch Meridian, plutôt sur le fluvial. D'ailleurs, on avait un peu compris que c'était quelque chose qui vous animait. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple justement de projet ou de réalisation un peu concrète? Je pense on en a évoqué quelques mots. Alors, je ne sais pas si c'est avec vous, mais sur Ikea, parler des caisses mobiles. Vous avez travaillé là-dessus et justement sur l'aspect d'optimisation des caisses mobiles et d'avoir une solution supply chain globale. Vous pouvez nous en dire un petit mot? Oui, avec plaisir. Ikea se retrouvait avec la même problématique que de nombreux chargeurs, qui est au moment de transformer ses ambitions de report modal, s'est retrouvé à se confronter à ce fameux problème de rupture de charge et de communauté de contenants entre le préacheminement qui doit être massifié et le post-acheminement qui doit être à la maille de la ville. Voilà, donc Ikea a organisé un premier appel d'offres qui rassemblait en fait toutes les techniques de report modal, de report fluvial des livraisons. Donc on a vu le fameux RoRo, hein, les barges roll-on, roll-off, où les camions montent sur des barges avec leurs marchandises. Les modèles bateaux entrepôt avec une grue embarquée et puis on va dire les 2/3 de la surface et du volume d'emport qui est sacrifié au profit de la préparation de commande ou plutôt de la préparation de tournée et le cas échéant pour embarquer des cargos cycles de dernier kilomètre. Au final, c'est notre process, c'est le process développé par le cluster depuis fin 2012 qui a été retenu, qui est une caisse mobile demi-format par rapport à la caisse de Franprix, donc vous voyez une dizaine de palettes contre les 20 palettes de Franprix, et qui vont permettre d'optimiser la cale des péniches de petits gabarits, donc des Fraissinet ou des Campinois, hein, pour ceux qui connaissent, donc des bateaux qui font 40 à 65 mètres, et surtout qui vont pouvoir utiliser les ports urbains les plus petits. Voilà. Au final, une rupture de charge, c'est-à-dire un grutage au départ et à l'arrivée, qui est assurable, soit avec des outils de grutage embarqués, puisque cette caisse, en l'occurrence pour les flux d'IKEA, permet d'être levée avec un bras de manutention, et ou une pelle TP, puisque l'univers urbain, et en tout cas les quais urbains, sont occupés à facilement 20-30% par des professionnels du BTP et de l'environnement. Voilà, donc un parfait exemple d'innovation frugale, vraiment low-tech, la petite caisse demi-format. Franchement, on n'a pas réinventé le container. Et puis derrière, 40 innovations de process, hein, dont l'utilisation de grues qui coûte 3 fois moins cher que le Richtstacker Franprix, qui consomme 8 fois moins d'énergie, qui est déjà disponible sur une dizaine de ports et qu'on a la possibilité de mutualiser, de louer. Hein. C'est un excellent exemple de mutualisation au sens le plus large qu'on peut envisager, hein, puisque autour de la table, on parle de mutualisation d'un volume de camion ou d'une surface ELU.
pour faire cohabiter les flux éventuellement d'un Ikea et puis d'un Zara et puis d'un Célio. Là, nous, on est en train de parler de mutualiser les infraportuaires, les gares, sur des flux qui vont le textile et le gravier, par exemple, ou des déchets et de l'alimentation bio, hein, en toute traçabilité et sans risque de contamination. Donc on est vraiment sur la mutualisation 2.0, où on ne s'arrête pas aux équipes de livraison et aux véhicules de livraison, mais en faisant vraiment le tour des 40 points de service, d'infra et d'équipement qu'on est en capacité aujourd'hui de mutualiser et de partager. C'est un peu à l'autre bout ce qu'on a fait avec le conteneur au niveau du transport international. Là, on est en train Exactement. de standardiser. Exactement. Avec en plus de ça un modèle économique un peu malin, je porterai à votre attention le fait que sur d'autres marchés, un Blablacar ou un Airbnb n'ont pas inventé ni l'autopartage, ni la location entre particuliers, et encore moins la réservation en ligne. Ces gens-là se sont inspirés d'un modèle en silo où chacun est propriétaire de son infra pour décliner un service transversal et avec une unité de facturation qui se rapproche beaucoup de ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité, mais en gros, c'est un seul prix et en fonction de ce que vous êtes prêt à le payer. Ok. Béatrice, là on va passer du low-tech au high-tech, mais est-ce que vous pouvez nous donner une idée sur l'utilisation de votre outil au niveau du cloud, sur un cas concret pour voir un petit peu, toucher du doigt ce que ça peut apporter à un client, que ce soit un e-commerçant, un chargeur Oui, je vais vous parler de notre premier client parce qu'on lui doit quand même de nous avoir fait confiance très tôt, donc la maison Ferroni, fabricant donc de spiritueux à Aubagne. En fait, pour lui, qu'est-ce que ça a changé? Alors d'abord, il est autonome, il est rassuré et il livre plus de 2 fois plus vite. Alors il est autonome, c'est-à-dire que au lieu de faire 4 mails, au lieu de ressaisir 12 fois son besoin de livraison, il l'intègre sur son espace sécurisé. Il nous transmet donc son besoin. Et à partir de là, il y a un QR code d'attribuer. Et à partir de là, on suit tout. On suit le départ des colis de chez eux, l'arrivée à notre hub, le redépart du hub et leur livraison. Donc, mais il les transmet au jour le jour mais en temps réel. Il le suit en temps réel, en fait. Donc, et alors, ce qui est assez amusant, c'est que du coup, il avait de l'inquiétude, il voulait le faire. Et en fait, on se rend compte, parce qu'on est capable de savoir quel est l'usage de l'outil par nos clients, qu'en fait, ils s'en servent de moins en moins et très peu, parce qu'en fait, il est rassuré. Donc, mais il a l'information disponible. Donc, il a ce gain de temps. Le deuxième effet, c'est qu'il livre de manière groupée, du coup, en l'occurrence à Marcia dans notre hub, mais à Lyon dans le hub de notre prestataire. Et on dispatche de manière décarbonée. Ça veut dire qu'il ne fait plus rentrer en ville de véhicules 4 roues thermiques. Là où, en fait, pour faire 10 points de livraison, il mettait une demi-journée, aujourd'hui, ces 2 points de livraison sont faits en moins de 2 heures. 1h30, 1 heure. Donc, il a un gain de temps effectif qu'il est capable de mesurer. Ça veut dire aussi qu'on a occupé beaucoup moins d'espace dans la ville. C'est-à-dire qu'au lieu d'occuper la ville pendant 4 heures ou 5 heures, on l'a occupé que pendant 1 heure, 1h40. Et ça veut dire que ces clients ont aussi une satisfaction à voir arriver en fait les marchandises. Et je vais revenir sur la notion de lenteur parce que je ne voudrais pas qu'on croie qu'on fait tout en urgence, mais beaucoup plus vite. Et donc, il sait qu'il est livré le jeudi et non plus le vendredi. Je reviens sur cette histoire quand même de lenteur qui a été évoquée ce matin, qui est très juste. Autre exemple, on a un centre commercial qui s'appelle les Terrasses du Port, donc, qui est une filiale du groupe de la foncière commerciale Amerson, qui a 170 boutiques dans Marseille et qui nous a choisi comme prestataire pour, une fois que vous faites votre shopping, on les livre pour vous. En fait, la première question qui nous a été posée par notre client, c'était de dire, mais est-ce que vous pouvez livrer dans l'heure ou dans les 2 heures? Donc la réponse a été oui, on peut le faire, mais est-ce qu'on est bien sûr que c'est nécessaire? On est sûr que tous vos clients ont besoin d'avoir la paire de sneakers ou autre, et je suis concernée au même titre que tout le monde dans la salle, dans les 2 heures. Et donc, on est passé par une étape et de pédagogie et de construction de nos fonctionnalités dans notre outil, qui permet à l'hôtesse d'accueil ou au magasin de saisir la demande, qui propose naturellement plutôt à partir de demain ou dans 2 jours. Et figurez-vous que sur ce cas d'usage, qui est donc du B2C en shopping, on a réussi à faire plus de 2 tiers des livraisons en J+1, J+2.
Alors, c'est pas une gloire, c'est pas mon succès, en fait, c'est le succès des hôtesses et en fait des enseignes, et donc il y a Ralph Lauren, Printemps, etc., qui ont su en fait s'assurer que c'était urgent ou pas urgent. Donc il y a des cas d'urgence, moi-même je suis pas toujours à l'heure pour les anniversaires, donc il y a des cas d'urgence plus ou moins graves, mais il y a aussi la possibilité de donner du temps. Et c'est vrai que c'est un vrai levier d'optimisation d'avoir du temps. Donc notre outil aussi permet de faire ça parce qu'on a cette lisibilité, cet accès. Parce que Donc, vous avez aussi dans un peu votre raison d'être, le fait de ne pas avoir une livraison tous azimuts et qui soit socialement... Oui, alors c'est vrai que vous m'avez un peu démasqué. Oui, c'est un petit peu notre credo chez Deki, qui est de se dire, voilà, il y a des cas d'urgence, il y a la nécessité de livrer vite, il y a des problématiques alimentaires, il y a des problématiques de santé. Il y a aussi peut-être une capacité qu'on aurait tous, nous, à se dire, bon, est-ce qu'on ne peut pas traiter de manière distincte certains flux? Il y a des questions de filière, il y a aussi capacité à mutualiser d'une filière à l'autre et à casser certains silos qui sont pour nous aussi des leviers d'optimisation. Donc oui, on ne va pas mettre du frais avec du pressing, mais on peut mettre du pressing avec du shopping, on peut mettre du shopping avec probablement de l'équipement. Donc on peut faire ça aussi. Et ça, c'est aussi un autre levier de mutualisation. C'est de faire en sorte que du e-commerce ne reste pas exclusivement que du e-commerce. Ça, c'est vrai. Ok, on va terminer ce tour de table de deuxième partie. Alors je vois que c'est moi qui... je ne vois pas l'heure passer. Là justement, Stéphane, sur cette partie alimentaire, est-ce que là aussi on a cette problématique d'urgence ou pas? C'est vrai qu'on dit, on a souvent entendu, mais on a l'impression que c'est un peu artificiel de dire c'est le consommateur qui demande d'avoir le plus. En fait, il y a beaucoup quand même de marketing, puis derrière, il y a aussi un géant de l'e-commerce qui a un peu mis la cadence un peu haute ces dernières années. Mais est-ce que vous avez cette problématique-là aussi sur la partie alimentaire de faire choisir un créneau de livraison qui soit... ou bien finalement on ne se pose plus la question puisque c'est un point de retrait. Et puis dites-nous aussi un petit peu, parce que justement cette idée de mutualiser, vous l'avez eu il y a quoi, 2 ans, il y a 1 an vous avez signé avec un gros client, Carrefour, puis on se disait bah oui mais c'est pas encore mutualisé, puis là il n'y a pas très longtemps, ça y est, vous êtes vraiment mutualisé en fait. Oui, effectivement, Delipop existe seulement depuis 1 an maintenant, puisqu'on a ouvert en 1er juillet de l'année dernière. Ouais. Alors en fait, on a ouvert très rapidement un premier site avec un premier client, Carrefour, qu'on a démarré au mois d'octobre l'année dernière. Puis on a été confronté à une problématique importante, puisqu'en fait, on a été un peu le dommage collatéral des dark stores et la problématique des dark stores. C'est Claude qui a abordé. Exactement. Donc on a catalogué Delipop comme étant une activité de quick commerce. Et finalement, j'ai eu 6 mois un peu délicats où je n'ai pas pu développer mon activité. Je n'avais pas d'autorisation d'exploiter. En fait, on me demandait d'instruire mes dossiers comme étant un logisticien, comme un centre logistique, comme un entrepôt logistique, et non comme un point de retrait drive piéton, comme il a pu se développer ces dernières années. Donc on a eu à prouver le bienfait de notre modèle. Derrière vous. Ça y est, c'est derrière nous. Donc, mais ça a mis 6 mois quand même. Donc, heureusement, on en avait ouvert un qui nous a permis de prouver ce modèle. Alors maintenant, on va même un peu plus loin dans les dialogues qu'on peut avoir avec les politiques et les administrations, parce que moi, j'ai voulu montrer que le modèle était vraiment vertueux en termes d'économie de trafic, etc. On a sorti un rapport, je vous engage à aller voir assez rapidement, qui montre que le modèle type Delipop est vraiment très vertueux par rapport à la livraison de domicile. On économise 80% de CO2, on divise le trafic par 10. C'est vraiment le modèle de demain. Voilà. Donc, on a passé cette étape. Donc maintenant, on est plus dans une étape à nouveau de déploiement. Donc enfin, j'ai grâce à ça, pu signer mon 2e acteur. Donc Monoprix est venu nous rejoindre. Et là, on va pouvoir démarrer cette mutualisation qui est en fait le fondement du modèle. On est parti sur déployer 2 sites par mois en ce moment. Et en fait, pour revenir sur la question du délai, en fait, en termes de promesses clients, nous, ce qu'on propose aux clients de nos clients, c'est de pouvoir commander le soir et d'être livré le lendemain matin, ou le same day, c'est-à-dire de pouvoir commander jusqu'à midi, 1 heure pour être livré le soir. Voilà. Je pense qu'il ne faut pas aller plus loin. Et pas partir dans les délires de se faire livrer dans 10 minutes une bouteille d'eau, c'est complètement irrationnel. C'est pas ce qu'on a voulu faire. Et je pense que c'est vraiment un modèle qui va permettre cette optimisation, cette consolidation des flux. Voilà. Donc aujourd'hui, vous avez combien de... Alors aujourd'hui, on en a 3 d'ouverts. Ah, le 3e, c'est le 3e, rue Briden, dans le 17e. Et puis, à partir du mois prochain, voilà, on ouvre rue Alésia, voilà, j'ai pas Le Cours, Bac, etc. Donc, on en a 2 par mois qui sont dans le planning d'ouverture.
Donc, Voilà. du coup, l'objectif, c'est quoi, fin 2022 vous avez... 15 points fin 2022. 15 dans Paris. Ouais, 15, alors Paris intramuros, c'est quelques-uns aussi dans la périphérie de Paris. Début 2023, il va falloir aussi prouver que le modèle est bon ailleurs que dans Paris. Donc on a 3-4 villes aussi dans le pipe. Et puis aussi, donc, l'idée, c'est aussi de proposer une solution, j'insiste, pas seulement pour les retailers généralistes ou spécialistes, c'est aussi une solution pour les marchands locaux. Donc on est en train de travailler avec des places de marché pour que finalement le boucher du coin puisse préparer ses commandes dans la journée et les mettre à disposition en fin d'après-midi lorsqu'il aura fermé sa boutique à ses clients qui viendront chercher plus tard le soir les commandes dans le point de retrait des Libres. Alors, concrètement, ça veut dire que là, ça fonctionnera un peu comme des consignes. Il faudra qu'il vienne, il tapera un code, il mettra son... En fait, il y a différents modèles logistiques. Il y a un modèle qui est plus spécialisé sur la partie retail où les commandes sont préparées en amont, en périphérie. Il y a de la consolidation et la mutualisation sur une zone de consolidation et on vient par des tournées optimisées livrer les points de Ça, c'est pour les retrait. retailers. Ça, c'est pour les retailers. Et pour le marchand, lui, il a accès à sa plateforme, il a un code spécifique, il peut arriver avec ses 10 commandes, il saisit son code et il a un processus de chargement qui lui est propre, qui est dédié à ce marchand. Voilà. Donc on voit que vous mutualisez, vous avez parlé tout à l'heure aussi de flux qui ne seraient pas, de l'alimentaire, donc vous allez oui, étendre c'est ensuite légitime de se poser la question, une fois qu'on a mis ce point de retrait alimentaire, pourquoi pas venir associer le colis et devenir un point de retrait totalement universel en venant combiner à la fois l'e-commerce colis et l'e-commerce alimentaire, c'est sûr. Parce que vous avez aussi l'avantage, j'imagine, mais on n'a pas parlé tellement de la partie automatisation, mais de vraiment compacter les colis. Alors, pour pouvoir aller les chercher. Bien évidemment, l'automatisation a deux avantages. Le premier, la réduction du coût de la remise. On n'a plus qu'un automate qui remet les commandes. Et le deuxième, c'est la densité, puisqu'en fait, on va pouvoir stocker des commandes à 2,50 m, 3 m, 4 m quand on a la hauteur possible. Donc c'est le robot qui vient stocker la commande en hauteur et qui vient la porter au client. Et je vais insister aussi sur la mutualisation, c'est qu'on a un système d'information qui permet en temps réel de donner la disponibilité des slots disponibles à l'ensemble de nos partenaires. C'est-à-dire que vous savez que Carrefour sait que sur tel ou tel point, il y a tel ou tel point de slot disponible à l'instant T. Et ça, c'est important. Ok, je vous propose, parce que l'heure tourne, déjà d'ouvrir un peu aux questions s'il y en a dans la salle, sachant que vous pouvez retrouver on a 5 minutes, nos intervenants par la suite lors de la pause déjeuner et la pause de l'après-midi. Donc si vous n'avez pas de questions en 5 minutes, moi je vous propose... Ah, il y a une question ? Non, tu me faisais un signe, c'est pour ça. Non, c'est pas de question. Moi, je vous propose alors vraiment là, l'exercice, il va être, mais c'est intéressant d'aborder quand même ce sujet puisqu'on voit qu'il y a une accélération et on voit qu'il va y avoir des contraintes encore. On a parlé des ZFE, il n'y a pas que ça. Voilà, dans la table ronde numéro 1. J'aimerais savoir en quelques mots, mais vraiment en quelques mots, pour faire bouger les lignes de cette logistique urbaine à la fois optimisée et décarbonée, quels sont pour vous aujourd'hui les freins et les accélérateurs, si on reste dans l'analogie de la voiture ? Stéphane ? Les freins, je vais pas revenir dessus, j'en ai un petit peu parlé. Les accélérateurs, en fait, moi j'ai un objectif, c'est de déployer très vite, puisque mon modèle il dépend de la densité. Donc, oui. Déployer très vite, ça veut dire d'avoir des machines qui soient modulaires, qui puissent s'adapter partout. Donc là, on travaille beaucoup sur la partie technologique, de trouver beaucoup d'emplacements, donc de types d'emplacements. Donc on va chercher des hôpitaux, des campus, des gares. On va ouvrir bientôt au Pont Cardinal, dans la gare de Pont Cardinal. C'est compliqué, mais vous arrivez à trouver des emplacements. On y arrive, puisque c'est la technologie qu'on adapte un peu aux contraintes. Et puis j'aurais tendance à dire aussi, j'espère un jour avoir aussi que le politique s'y mette, parce que je pense qu'à un moment, il faudra que le donneur d'ordre puisse facturer la livraison au bon prix. Et je pense qu'il faudra l'imposer, parce que ça c'est un vrai... Aujourd'hui, les livraisons ne sont pas facturées. Quand je vois certains acteurs qui facturent 2 € la livraison, ouais. Le commerce, c'est complètement ahurissant. Alors on sait que c'est du dumping.
en plus d'être du dumping économique, c'est du dumping social. Et j'aimerais bien que le politique mette un peu de législation derrière ça pour qu'on puisse vraiment créer des modèles vertueux derrière ça. Parce que tant qu'on subventionnera ou de façon, je dirais, erratique ce truc-là, ça ne pourra pas bien fonctionner. Donc j'aimerais bien que le législateur mette un peu la main sur, sur ce modèle. Ok. Marc ? Sur nos sujets innovants, le principal frein et accélérateur, ça reste l'humain. Hein, c'est la peur du changement. et donc là-dessus, voilà, c'est psychologiquement. Et puis, le report modal comme la transition énergétique sont des sujets de direction générale chez le chargeur. On ne peut pas laisser ça entre les seules mains de l'acheteur transport ou du directeur supply chain. Donc, il faut vraiment une implication de l'entreprise. Supply chain, c'est déjà pas mal quand même. C'est déjà pas mal, mais vous savez, pour en avoir pas mal au bout du fil chaque semaine, assez régulièrement, on s'entend dire qu'on a d'autres urgences à traiter. Hein, je rappellerai simplement qu'au 1er janvier 2024, nous n'avons plus le droit de livrer avec des véhicules notés critère 2. Hein, que si vous rajoutez donc 12 à 18 mois de délai de construction pour disposer d'une flotte de véhicules, porte-caisse ou pas, réservation des ports ou pas, eh bien, ça vous donne une décision en direction générale et en direction supply chain, au plus tard en décembre 2022, au plus tôt en juillet. C'est aujourd'hui. Voilà. Donc, la conclusion, on peut la tirer du rapport du GIEC, c'est en matière d'innovation, mieux vaut essayer rapidement, expérimenter, plutôt que de réfléchir trop longtemps. Ok, on n'a pas le temps d'avoir 30 ans. Alexandre ? Je vais parler également de la législation. J'avais eu la chance de travailler pour le ministère de l'Industrie en 2007 sur le projet LUMD. Je ne sais pas si les gens ont entendu parler ici. C'était en 2007. Le postulat, c'était de se dire qu'est-ce qui se passe si demain on ferme l'accès aux camions dans Paris. On était lunaire à l'époque. Voilà, c'était il y a 15 ans, et on avait commencé à travailler des schémas, proposer des choses. Et le fait que la législation avance, faut pas le voir ça comme une contrainte de dire je vais devoir le faire. Moi aussi, je vois aujourd'hui des clients, et effectivement, c'est un aspect humain. Là, je vous rejoins, c'est de se dire ok, on va devoir faire quelque chose. On n'a pas forcément de date butoir, même si maintenant on commence à les voir. C'est de dire, OK, on va faire un pas en avant. Et là, l'exemple que j'ai cité de Leclerc tout à l'heure, ils ne sont pas obligés de faire ça. Aujourd'hui, ils ne gagnent pas d'argent en livrant un vélo dans Paris. Mais c'est de dire, OK, on se prépare, on essaie des modèles. On a essayé des choses avec eux qui n'ont pas fonctionné. On en a essayé avec eux qui ont fonctionné. Au moins, ils se préparent à un changement qui va être un peu plus important. Et en écosystème d'acteurs aussi, qui peuvent être d'acteurs privés, parce qu'à l'époque de l'UMD, on imaginait aussi qu'il allait avoir un acteur public qui allait prendre ça un peu en main. Bien sûr, c'est ce que je vous ai dit dans les échanges, c'est ce qui a changé sur ces 15 dernières années. Il y a 15 ans, je vous aurais raison. Les travaux se sont terminés en 2010. J'aurais parié que cet intégrateur, cet opérateur qui allait gérer ces hubs dans Paris, allait être public. Ça me paraissait évident. Aujourd'hui, ça ne s'est pas fait. Les investissements ne viennent pas du public ou sur des projets publics-privés. On en est à cette situation-là. Ok. Béatrice, les freins, les accélérateurs. La chaîne de valeur, le modèle économique du dernier kilomètre, pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, il n'est pas acquis, mais derrière ça, il y a quand même un accélérateur, c'est qu'il y a quand même des entreprises pionnières qui ont, et surtout en B2B, et je pense que c'est le B2B qui va driver ce changement de modèle de valeur, qui ont bien conscience de ce qu'est ce métier et qui n'ont pas le choix, sous l'impulsion de leur donneur d'ordre, que d'aller vers de l'impact zéro. Donc ça, c'est un vrai accélérateur. Il y a un autre frein, on en a parlé ce matin, c'est la structure et c'est la capacité qu'on a à faire arriver de manière groupée des marchandises en entrée de ville, où on a tout sorti et qu'aujourd'hui, on n'a pas de ressources. Donc on a vu, il y a différents acteurs qui y travaillent. Et donc bien sûr, pour mutualiser, il faut qu'il y ait le modèle de Delipoc, il faut qu'il y ait d'autres modèles, mais on a besoin de points d'appui pour mieux organiser. Mais il y a un accélérateur, d'abord c'est ce que vous faites aujourd'hui, c'est tout, là on est là parce qu'on s'intéresse à cette question-là et on sait qu'on ne peut plus faire pareil. Alors il y aura des pionniers, on en a quelques-uns, nos clients je pense ici montrent la voie, ils sont suivis et le petit exemple c'est que la maison Ferroni qui est un petit fabricant de spiritueux, du coup fait qu'aujourd'hui Pernod Ricard est en train de faire un bêta-test avec nous. Donc, je pense que c'est bien. Donc, dans les pionniers, il y a des petits, puis il y a des gros, mais ça marche en vrai. Donc, oui, il faut souvent un peu montrer la voie, il faut essuyer des plâtres, mais en France, on est aussi capable de le faire, donc c'est bien, et on peut demain être un exemple même au niveau européen, je pense. Ok. Et Grégory, je vous laisse la conclusion Urbi et Orbi.
Oui, merci pour conclure. Bon, je pense que tout a été dit, hein. On entend beaucoup de l'État, on entend beaucoup des constructeurs, on entend beaucoup de l'innovation. Il ne faut pas se leurrer, on n'aura pas grand-chose de tout ça. On sait que les véhicules, on ne va pas se les faire fournir, on sait que l'État, mettre des ZFE, ça va être compliqué, où il y aura des alinéas, comme l'expliquait Jérôme. Enfin, ça sera impossible, comme toujours, à appliquer. Sur l'INO, on peut aller vite, mais ça ira moins vite que finalement notre comportement. Je pense qu'on commence à voir... Moi, je crois plutôt que les contraintes, finalement, vont nous obliger à réfléchir différemment. La vitesse, je pense que de plus en plus, on est en train de parler de slow service. On est en train de parler, je veux dire, de green attitude. Je pense que... Moi, je considère que je suis un vieux. Regardons ceux qui achètent dorénavant, leur posture d'achat, le comportement. On parle de plus en plus de C2C, de réemploi, de recyclage. Et moi, je pense que ces nouveaux drivers vont nous faire encore changer notre modèle. Et progressivement, c'est nous qui allons devoir encore nous adapter à cette organisation. Donc moi, je ne compte pas sur les autres. Et en plus, c'est dans ma philosophie. Je leur ai appris pour réussir, on ne compte pas sur les autres. Tu n'y arriveras pas, surtout en France. Et que là, globalement, c'est à nous de réfléchir différemment et de tenir compte de cette nouvelle... pour moi, de l'arrêt de l'économie de masse et globalement de ces nouveaux modèles. Voilà. Il peut y avoir aussi la tendance à noter, d'avoir une note d'être environnementale. Entre parenthèses, je suis vertueux, donc tout ce qui est orchestrateur de commandes, hein, aujourd'hui de plus en plus font ce scoring et j'attribue. On voit bien qu'aujourd'hui la part de la note, mais même aujourd'hui les appels d'offres des acheteurs. Hein. Aujourd'hui, il y a 10 ans, quand on parlait des RSE, on disait ce qu'ils nous racontent. Aujourd'hui, sur une note sur 10, vous avez 4 notes de RSE. Donc moi, je pense que quand même, c'est plutôt sur ce point-là qu'on fera évoluer les choses. Après, il faut trouver un modèle économique. Ça, c'est un autre sujet. Et là, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui a trouvé encore la solution. Ok. Merci beaucoup. Je crois que vraiment, on peut vous applaudir.